En République démocratique du Congo, mouvement d'humeur contre la mission de l'ONU à Goma. Au Mali, militaire ivoirien détenu à Bamako, l'ONU reconnaît des dysfonctionnements. Et puis au Bénin, Macron attendu à Cotonou, deuxième étape de sa tournée africaine. On termine comme de coutume par le Togo. Golfe 5, le maire assigne en justice les sociétés précollectrices d'ordures ménagères. Nos invités sont en place, ce sont les habitués de mardi. D'abord, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour, autorité, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à mes co-débatteurs. Salutations particulières aux Togolais de la diaspora. Je suis aussi solidaire aux populations du Nord Togo, qui traversent une période difficile avec les attaques terroristes qui font de la désolation parmi les populations. Donc c'est nous tous qui sommes attaqués. C'est le Togo qui est attaqué. Donc il y a question d'une solidarité, une union sacrée. Même si il faut tenir compte de certains aspects, l'heure n'est plus à la division du peuple togolais, parce que c'est le pays qui est attaqué. Donc nous sommes tous concernés par ce qui se passe. Prions que dans cette union, nous puissions combattre les djihadistes. Face à vous, deux journalistes. D'abord, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et puis Adam Adjrono, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour Adam. Michel, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Allez, on commence par la RDC. Des centaines de manifestants en colère ont saccagé et pillé lundi à Goma les installations de la mission des Nations Unies, accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés de l'Est de la République démocratique du Congo. On vous donne la parole d'abord, Pasteur Edo Komi. Après avoir barricadé les grandes artères de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ces manifestants scindés en deux groupes ont pris d'assaut le siège local de la mission onusienne. Mouvement d'humeur, ça ne relève pas exactement ce qui s'est passé compte tenu de l'ampleur des dégâts, les dégâts qui ont été constatés sur le terrain, donc à Goma, donc, qui est la capitale de la province de Nord Kivu. Bon, donc aujourd'hui le comble est atteint. Le comble est atteint en RDC par rapport à cette mission qui a duré plus de 20 ans. C'est depuis la première fois que la mission a été déployée, je crois que c'est en 1999, pour combattre les groupes armés, la partie orientale de RD Congo, avec les mouvements rebelles. Aujourd'hui, la présence des 14 000 hommes casqués bleus dans cette partie de RD Congo n'a pas donné grand-chose. Et je crois que les voix continuaient depuis un certain moment, les voix commençaient par s'élever pour demander le départ pur et simple des contingents de la MONUSCO. Ouais. De la MONUSCO, parce que l'objectif escompté n'est pas atteint. Et maintenant, c'est la colère des populations. Mais il faut reconnaître que le parti du président Tshisekedi même s'est joint aux organisations de la société civile pour lancer l'appel à cette manifestation. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est officiel. Et même le président du Sénat, il y a quelques jours, le président du Sénat aussi a élevé la voix contre le départ de la MONUSCO. Je pense bien que les Nations Unies doivent tirer conséquence de cette inefficacité sur le terrain, puisque les dégâts sont énormes. Je crois même qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu un élève qui serait abattu. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, comme le disons pour le Mali, comme pour RD Congo, les forces onusiennes ont finalement leurs limites
n'ayant pas prouvé leur efficacité sur le terrain, on ne peut plus compter sur les forces de l'ONU. Il faut que ces forces-là rentrent et que ça soit le problème soit réservé aux forces armées congolaises à qui il revient de combattre ces forces rebelles. Sinon, réellement, la situation n'est pas favorable aujourd'hui pour que la MONUSCO puisse demeurer encore en aide Congo. Et je pense que la leçon doit être comprise. Quelle est la mission assignée à la MONUSCO selon vous, Adam Adjaranou? Est-ce que cette mission a été atteinte selon vous? Pas du tout. Et vous savez, avant qu'on en arrive là, il y avait déjà par moment des mouvements d'humeur, comme vous l'avez dit, mais également des populations très hostiles donc à la présence de la MONUSCO au niveau de la RDC. Vous en souvenez au temps de Kabila, ça a été même le plus haut sommet de l'État où le président lui-même également avait montré une certaine hostilité liée donc à cette force-là. Ça voudrait dire quelque part, si le plus haut sommet de l'État s'en préoccupe, quelque part, ça voudrait dire que c'est une force, comme j'ai l'habitude de l'appeler, des forces d'encombrement. Ce qui ne sert pratiquement plus à grand-chose. Et lorsque vous prenez, à part l'inefficacité prouvée, il y a également des dérives constatées par moment, même si en RDC, ces dérives-là ne sont pas pour la plupart du temps médiatisées, mais les gens subissent véritablement donc cette dérive suicidaire constatée au niveau de ces forces-là. Mais la grande question que moi je me pose, il faudrait quand même que toute l'arsenal puisse être revu au niveau d'abord de l'ONU, parce que les crises que nous connaissons en Afrique ne sont pas toutes des crises où on a fondamentalement besoin d'une force de maintien de la paix. Il faudrait quand même qu'on puisse trancher entre le mal qui guette un pays et la présence de ces forces-là. Et lorsque on veut mélanger les choses quelque part, cette force-là est considérée comme complice. On ne va pas cacher les choses, elle est considérée pratiquement comme complice parce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons en face des éléments qui sont des forces de mal, qui sont dans un pays. Mais au même moment, lorsque l'ONU vient intervenir, nous avons un État structuré, bien connu comme tel, qui est là, qui veut combattre un mal. Au même moment, on envoie une force d'interposition, une force de maintien de la paix. Ça ne se comprend pas. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, je pense que nos dirigeants, ceux qui avaient en leur temps admis que ces forces-là soient présentes sur leur territoire, il faudrait quand même qu'on puisse réellement donc lever le niveau d'analyse et avoir la plénitude de décision d'accepter d'abord ces forces-là. On aurait bien voulu que l'ONU puisse donc convertir tous ces moyens-là qui sont mis en place dans ces pays-là, les convertir et soutenir, former les forces, voilà, les forces régulières pour combattre donc le mal, que de pouvoir donc jeter cet argent-là en maintenant dans des forces qui pratiquement ne servent à rien. $1 milliard comme budget. Tout à fait. Donc moi je pense que quelque part c'est un signal très fort que ces pays africains-là, parce qu'aujourd'hui c'est le cas de la RD Congo. Vous savez également que ces hostilités sont quasi permanentes au niveau même du Mali. Vous allez constater également au niveau de la Centrafrique également où les voix s'élèvent également contre ces forces-là. Quelque part, moi je pense que il appartient à l'ONU de pouvoir donc tirer les conséquences ou les conclusions de ces hostilités-là, de reposer véritablement donc les débats. Mais ces débats-là ne doivent pas être posés en déphasage d'abord avec nos États, qui, à mon avis, n'ont pas pris la bassine nécessaire pour véritablement analyser si la présence de ces forces d'interposition-là était nécessaire à un moment où vous traversez une crise aussi pointueuse que celle que connaît nos pays. Alors, Germain Pouli, pour vous, est-ce qu'il faut redéfinir l'objectif même de ces missions dans ces pays? Oui, c'est la grande question que tout le monde se pose. Je pense qu'à l'ONU, il faut qu'on se pose la question parce que ces forces-là sont là pour maintenir la paix. C'est vrai que sans ces forces-là, on ne peut pas dire ce que serait la situation. Peut-être qu'elle se serait aggravée. Vous savez, quand un secrétaire général, le premier, avait dit que l'ONU n'a pas été créée pour transformer le monde en un paradis, mais pour empêcher que le monde devienne un enfer.
Donc, c'est pour éviter que les gens s'entretuent que ces forces-là sont là. Alors que dans l'entendement des populations, ces forces-là devraient être là pour aider l'État et les forces armées régulières donc, à maintenir la paix, donc à territoire. avoir la maîtrise de la totalité du territoire et à imposer la paix. Malheureusement, ces forces-là sur le terrain font qu'il existe des groupes, il existe les forces armées régulières et les deux forces sont là pendant des années. Et dans le cas particulier de la RDC, Pasteur le disait tout à l'heure, ça fait 23 ans, 22 ans. Ces forces-là sont là. L'attente a été très longue, l'impatience également des Congolais qui se disent, mais voilà des dizaines de milliers, plus de 14 000 hommes qui sont là. Mais ce qu'il y a, ça demeure, la violence, oui, la population. L'armée a du mal à intervenir dans certaines zones. La simple raison que ces zones-là sont sous contrôle des forces onusiennes et donc ça complique à un moment la tâche des armées régulières dans le pays. Mais en même temps, il y a quand même un aspect qui nous échappe, c'est un peu la question des droits de l'homme. Parce que même quand il y a une rébellion, l'ONU préfère des discussions qui aboutissent qu'une guerre qui finisse par une victoire et qui, sur son chemin, fera sans doute des victimes, des déplacés et un certain nombre de dégâts. Donc, c'est deux logiques différentes avec des pays aussi aux situations et contextes assez différents. Et dans le cas de la RDC, vous voyez, dernièrement, l'actualité, c'est que le Congo, la RDC accuse Le Rwanda. D'héberger le M23. des rebelles qui reviennent de façon régulière, donc attaquer des villages et des localités en RDC. Il y a des pourparlers qui sont engagés, c'est vrai, mais je pense que les forces armées congolaises veulent maîtriser leur territoire. Et la même question aussi se pose au Mali, même si les Maliens n'ont pas encore réclamé le départ des forces de l'ONU. Ils n'avaient pas souhaité le renouvellement en tout cas. Voilà, on n'est pas loin de la situation. Donc c'est un mandat qui n'est pas efficace sur le terrain parce que qui fait pérenniser le conflit. Mais en même temps, il faut pas. L'ONU est dans son rôle, c'est d'empêcher que les gens s'entretuent. Nous, on voit les bons et les mauvais d'un côté et de l'autre. L'ONU voit l'homme. L'homme et la vie de l'homme. Mais ça, président, n'empêche pas de tuer. On tue au quotidien. Même à côté d'eux. Même à côté d'eux. C'est pour ça que je disais que si ces forces n'étaient pas là, on ne sait pas quelle serait la situation. Oui, bien sûr. Peut-être que. Ça aurait été pire, en fait, si c'est entre combattants, il n'y a pas de problème. Donc, il faut aller au combat. Si c'est des combattants, mais ce sont malheureusement les populations victimes. Moi, les localités qu'on attaque, elles sont déjà victimes, ces populations. C'est des défense qu'on attaque, mais c'est des populations civiles désarmées. Qu'on attaque à Menu. Donc, ça, c'est les dégâts. Vous voyez un peu les guerres que le monde a eu à connaître. Mais il y a eu des gens qui ne tiennent pas des armes, des civils qui ont dû être déplacés, qui ont été victimes de bombardements, des attaques, des violences inimaginables. Et donc, c'est un peu cela. C'est ce que l'ONU ne veut pas que ça se répète par endroit sur la Terre. Mais en même temps, quand on voit comment l'ONU fonctionne dans des pays où l'ONU devrait avoir des forces, n'envoie pas, parfois intervient militairement, ou des puissances, on voit que l'ONU même est téléguidée par les intérêts de certaines puissances, ce qui fait que ça devient insupportable dans certains pays, ces mandats-là de ces forces-là. Et même, si vous discutez, et vous verrez que parfois, les soldats qui vont dans ces missions ne sont pas totalement contents parce qu'ils mettent leur vie en danger. Oui. Mais ils ne peuvent pas attaquer l'ennemi, même quand ils le repèrent, même quand ils savent où il est. Et eux, ils subissent des attaques. Mais ils n'ont pas le droit. L'ennemi les tue. De se défendre. Donc, et même les éléments qui composent ces forces-là
ne voient pas leur tâche facile et il faudrait aujourd'hui qu'à l'ONU, qu'on revoie totalement, intégralement donc ce dispositif-là, parce que la population commence par ne plus en vouloir dans certains pays. Dans tous les cas, le gouvernement a condamné fermement toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies. Les responsables seront poursuivis et sévèrement sanctionnés. Écrit sur son compte Twitter, Patrick Mouyaya, porte-parole de l'exécutif congolais. Alors, pasteur, nonobstant tout, il faut quand même condamner l'acte. Oui, condamnation protocolaire, on ne peut pas s'en passer. C'est protocolaire. Puisque le parti du président fait partie des organisateurs de cette manifestation. Peut-être que c'est une simple manifestation. On Ouais, ne sait oui. pas qu'à la suite. Une simple manifestation devant le siège de la MONUSCO. C'est devant le siège de la MONUSCO pour lui dire que les Congolais ne veulent plus des forces des Nations Unies. Donc je crois bien quand même qu'il faut condamner, dès qu'il y a des manifestations, des actes de violence, il faut les condamner. Mais les populations de Goma, ou bien de la province de Nord Kivu, ont longtemps subi les méfaits, les tueries, les assassinats et le banditisme de ces groupes armés. Et naturellement, aujourd'hui, ces populations ont exprimé leur ras-le-bol. Et aussi, n'oubliez pas du tout que c'est des parties riches de la RD Congo. Et aussi longtemps que va durer la nation, vont durer les missions des Nations Unies. Ça aussi, ça profite. Mais qui paie la facture? $1 milliard par an comme budget. Qui paie la facture? Mais la facture se paie. La facture est payée même par la RD Congo sans savoir. Non, si, bon, ils le savent. Je dis, eux le savent, s'ils le savent, tant mieux. Parce que la facture est même payée par la RD Congo, de par les ressources de son sol. Et donc, cette mission dure parce que des pays occidentaux ont leur intérêt. Donc, ils ne vont jamais souhaiter la fin des hostilités dans cette partie parce que leur business, s'il faut le dire, va tomber. Et donc cet aspect-là, il ne faut jamais l'ignorer. C'est d'ailleurs pourquoi la présence des Nations Unies, on ne réduit jamais le nombre, malgré que le président Kabila avait dit ouvertement qu'il n'en veut plus. On est allé aux Nations Unies sans même associer les pays, concernés. On vote et on vote la résolution et puis on vous l'impose. Donc je crois quand même vous le permettez, on va marquer une petite pause et on revient pour la suite avec vous, chers invités.